Bonjour à tous et bienvenue dans Pain sur la planche. On se retrouve aujourd'hui pour déjà le 52e chapitre du podcast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'interviews orientées sur l'art et la narration. Aujourd'hui, on reçoit une personne dont le métier a une place titanesque dans la chaîne du livre. Et bien qu'il n'ait pas de air trek, il ride sur les planches de futures pépites, tel un lecteur presque omniscient. C'est Mehdi. Mehdi, comment vas-tu ? Bah ça va très bien, merci. Ravi d'être le premier éditeur à inviter à ton émission. Ouais, carrément. Moi, ça me fait super plaisir, d'autant plus, comme je te l'expliquais juste avant, il y a la plupart des personnes qui suivent l'émission, ils ont peut-être cette envie de faire de la BD, peut-être cette envie de faire du manga. Toi, t'es un peu la personne qui chapeaute tout ça. Donc, on va découvrir qui tu es, quel est ton métier et un peu les projets de Pika pour l'année à venir, parce que aujourd'hui, ce soir même, c'est les 25 ans que Pika fête. C'est pas mal, 25 ans. Exactement, voilà, un quart de siècle déjà. Un quart de siècle. Toi, ça fait 10 ans que t'es là ? Ça va être ma 10e année cette année, Wow. effectivement. Wow. Ouais, déjà, ça passe très très vite. Et toi, t'as commencé, si je dis pas de bêtises, avec une licence, un diplôme à l'ENALCO. Alors ouais, j'ai même eu mon master en fait de japonais et de commerce international à l'INALCO, effectivement, Lanzo. Avec comme ambition de faire du manga ou... Alors moi en fait j'ai toujours voulu travailler dans un domaine en rapport avec le Japon. Je me suis toujours dit que c'est vraiment un pays, une culture qui me fascine depuis tout jeune. J'ai toujours fait qu'un sport, c'est le judo. C'est vrai, le judoka ? Ouais, judoka. Ouais. Voilà, donc évidemment les animés, les mangas très tôt. J'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi, donc il m'a mis devant des animés que j'étais pas censé regarder, qui m'ont coup marqué, choqué dans le bon sens. Oh là là, je vais peut-être choquer des gens. Une de mes premières claques, c'est Uro Tsukidoji. Un animé que, à mon avis, toi, t'es trop jeune, tu dois pas connaître, petit impertinent. Mais pour les gens qui vont se renseigner, ça verse un peu dans le hentai, mais c'est aussi un super animé d'action. C'est un super animé d'action, honnêtement, très très bien animé. Puis Ninja Scroll, c'est aussi une de mes grosses claques. Voilà, j'ai pas cité Akira, qui bien sûr, c'est un peu hors compétition. Clairement. Mais ça a été un peu à cause de mon grand frère ou grâce à lui, je sais pas. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Je me suis toujours dit, il faut que je travaille. Enfin, en tout cas, il faut que cette passion pour le Japon, ça se ressente dans le travail que elle se concrétise, du coup, le choix d'aller faire des études pour apprendre le japonais. Voilà, couplé à du commerce international parce que je voulais pas forcément, je voulais avoir plusieurs cordes à mon arc et pas c'est un peu l'équivalent être interprète ou traducteur. LEA orienté commerce. Alors un peu plus LLCE, donc plutôt si tant est que ça c'est encore quoi si tant est que c'est encore compréhensible pour les gens, ça. LLCE, moi je comprends. Après je sais pas si. Donc c'est plus axé sur tout ce qui est langue vraiment pure, culture également. Et voilà, le fait est que je voulais avoir plusieurs cordes à mon arc. J'étais sur le point en fait de travailler pour le groupe Mitsubishi en tant que commercial avec les Japonais. Jusqu'au moment où j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'édition. Chez Casterman. Et d'être beaucoup moins payé, voilà. Chez Casterman, c'est ça, en tant que stagiaire, c'est là que tout a commencé. Ok. T'étais comment comme élève ? Assez sérieux, assez studieux, je pense. Et puis non, passionné en fait. Cette passion qui m'emportait faisait que je m'intéressais à absolument tout, que je posais beaucoup de questions en cours. Que voilà, j'ai obtenu mes diplômes, je suis allé faire mon stage de fin d'études au Japon, donc là c'était le rêve qui devenait réalité, voilà, être en immersion plus de 6 mois là-bas. J'étais à l'Institut franco-japonais de Yokohama. Pour du coup valider mon master 2 et avoir une expérience professionnelle. Et quand t'es arrivé là-bas, t'avais déjà, donc comme tu as dit, fin d'études, ça veut dire qu'avant, ça faisait déjà quelques années que tu tapais dans le japonais. T'es arrivé là-bas confiant ou sur la langue, sur le fait de pouvoir parler, ou t'étais comment ? Non, pas vraiment confiant, un peu stressé, mais assez vite, moi j'étais dans une guest house où j'ai rencontré du coup des amis japonais encore actuellement qui m'ont mis à l'aise. Et c'était une expérience beaucoup trop courte en fait. Et de retour en France, j'étais encore plus convaincu qu'il fallait que je trouve un job en rapport avec le Japon, absolument. Parce que tu vois là, je fais le parallèle, mais j'essaie d'apprendre le japonais. Je prends des cours du soir, tu vois. Et je me dis, mais là aujourd'hui, ça fait 1 an à peu près que j'apprends. Aujourd'hui, je vais au Japon, mais je pleure, c'est tout.
J'ai pas d'autres. Bah parce que, enfin moi vraiment c'était des études, voilà, j'avais des cours réguliers à l'oral, à l'écrit, etc. Après il faut se lancer, mais c'est pas évident. Hein. Moi-même je manque beaucoup de pratique à l'oral, c'est beaucoup plus l'écrit et parce qu'aujourd'hui la lecture dans ton qui me sert au quotidien. Tu fais du mail en japonais, etc. Non. Moi, en fait, j'ai le niveau qui va me permettre de lire, de rechercher, de traquer en fait les nouvelles licences. Mais je pratique pas assez à l'oral pour me lancer à l'oral et encore moins dans un japonais de business en fait, parce que voilà, c'est très compliqué dans le sens où il faut pratiquer régulièrement. Et puis il y a des choses, il y a des étiquettes un peu à observer avec en rapport avec la hiérarchie japonaise, la formule de politesse, selon à qui tu t'adresses dans l'entreprise. Un niveau de culture, des choses qui rentrent en compte et pas que de langue. Ouais, voilà, c'est la culture d'entreprise qui est très importante. Et il faut savoir que quand un japonais te dit que tu parles très bien japonais, c'est qu'en fait t'es tout bidon. Ah ouais. Merde. Et du coup, moi, je préfère en fait le terrain neutre de l'anglais qui va me permettre des fois d'aborder des sujets qu'ils ont pas trop envie d'aborder dans le cadre de mon métier pour éditer. Voilà, on y reviendra. Bah disons que voilà, c'est une façon un peu de les amener vers nous, gaijin, les étrangers, pour leur dire voilà, je sais que sur le papier, ce projet, il a l'air fou, ça se fait pas que je vous le demande, mais faites-nous confiance, suivez-nous. Et ça, c'est assez difficile à demander en japonais. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. T'as mentionné un truc. T'allais pouvoir travailler chez Mitsubishi. T'as fait le choix d'aller chez Casterman? Parce que j'ai fait une rencontre qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans ce milieu. J'ai rencontré Sae Sibo, qui est du coup une personne de ce milieu de l'entertainment japonais qui a tellement de casquettes que on y passerait une heure à tout décrire. Et à cette époque-là, elle travaillait donc pour la collection Sakka de Casterman, la collection de manga. Elle accompagnait un mangaka donc au festival d'Angoulême. Je revenais tout juste du Japon, justement, de mon stage de fin d'études, donc je crois que c'est en 2008, exact. Ouais, tu t'es bien encardé, hein. Et non, et voilà, et là je la vois accompagner donc le mangaka, auteur de Bobo. Tu te renseigneras sur Google, c'est un manga de Shueisha, complètement délirant comme son titre. Et je vais pouvoir sampler le Bobo pour refaire la musique d'intro du podcast. Ouais, bah franchement, voilà, et quand je vais te parler du pitch, c'est un gars qui a le héros en fait, il a un look de danseur disco avec une coupe afro blonde et il se bat avec ses poils de nez. Tout est vrai dans ce que je viens de dire. Donc c'était fou. Déjà, je vois c'est quoi ce manga de dingue aux éditions Shueisha en plus. Hein. Et non, voilà, je fais la rencontre de Sae où je dis mais je vais la voir en fait. C'était à la fin d'une masterclass de cet auteur et je lui demande mais attendez, c'est génial, vous travaillez dans le manga, comment ça se passe? Et en fait, elle a eu cette phrase de me dire bah le meilleur moyen de savoir ce qu'on fait dans une maison d'édition, c'est de venir travailler chez nous en fait. Et elle cherchait justement un stagiaire. Et là, j'ai réussi à convaincre de mes parents d'abandonner l'opportunité de CDI que j'avais chez Mitsubishi pour commencer un stage chez Casterman. Donc c'est même pas poste équivalent, c'est vraiment... Absolument pas. Non, absolument pas. Et là, la réaction de mes parents, elle a été assez légendaire, c'est qu'ils ont beaucoup intériorisé et ils m'ont laissé faire. Parce que c'était une opportunité que je voulais absolument pas louper. C'était possible. Voilà, j'avais l'ouverture, j'avais la possibilité de mettre un pied dans le milieu du manga et je voulais vraiment essayer voir ce que ça fait. D'une main, tu l'as prise. Ah, je l'ai agrippée et je l'ai jamais lâchée. T'es resté 2 ans chez Casterman? Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. D'abord, après, t'as fait un peu de BD, je crois, aussi là-bas? En fait, c'était une collection, enfin, je pense qu'elle est toujours assez, voilà, c'est pas une grosse collection de manga, la collection Sakka chez Casterman. Tant et si bien que j'avais un peu de temps à revendre et ça m'est arrivé de travailler aussi côté bande dessinée, aussi chez Casterman, avec des éditeurs de talent comme Vincent Petit et Nadia Gibert. Et j'ai aussi appris de ce côté-là, j'ai aussi développé un goût, une appétence pour la BD franco-belge. Moi qui lisais que du manga à l'époque. Ouais, ça a été éduqué un peu à la complètement. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement? Parce que ce qui est drôle, c'est que quand on regarde après ce que t'as fait assistant éditorial, responsable éditorial, directeur éditorial dans l'édition, mais concrètement, c'est quoi les différents niveaux, tu vois? Genre, je vois pas trop en termes de tâches, en termes de journée, qu'est-ce que tu faisais, tu vois, déjà là chez Casterman et comment ça a évolué par la suite? Bah que ce soit à Casterman et puis après chez Kazé, que j'ai rejoint après mon expérience chez Casterman, donc j'étais assistant éditorial, c'est-à-dire que je m'occupais de toute la coordination avec les prestataires externes. Du coup, bah voilà, les traducteurs, les traductrices, les graphistes, tous ceux en fait qui mettent vraiment les mains dans le cambouis en fait, qui mettent les mains. Bah
voilà, moi compris, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partir du manga japonais et d'en faire un manga traduit, maquetté en français, publiable et adapté. Donc voilà, c'était toute cette coordination. Tu as plusieurs acteurs dans la chaîne en fait de l'édition. Et en tant qu'assistant, voilà, c'est ce que je faisais. Je m'assurais que chaque étape était bien suivie. Et puis après, voilà, chez Kazé, j'ai monté les échelons en embrassant plus de responsabilités. Donc là-bas, j'ai été en charge. Assez rapidement d'ailleurs. Assez rapidement, ouais, c'est vrai. Enfin, je vois que en 2012, tu vois, tu passes responsable. En 2013, tu passes directeur. Enfin, c'est une question de timing aussi dans l'édition et puis je pense dans d'autres milieux professionnels. C'est-à-dire que, voilà, je me souviens plus très bien quelle année ou quoi, mais une place s'est libérée. La place du directeur éditorial s'est libérée, donc j'ai pu passer de responsable à directeur chez Kazé. Et le fait est que avant, moi, mon but c'était de gagner en expérience, et de prendre toutes les responsabilités possibles. Donc j'ai été en charge des appros en fait avec les maisons d'édition japonaises. C'est-à-dire approvisionnement. Ouais. Alors non, excuse-moi, les approbations. Approbation dans le sens où tout ce qu'un éditeur français publie, les Japonais en fait avec lesquels tu vois, j'étais un peu stressé sur ça juste avant qu'on commence l'édition. Tout ce qu'on publie, voilà, les Japonais avec lesquels on a des contrats, avec lesquels on travaille et on collabore, ils ont un droit de regard en fait sur tout ce qu'on publie, notamment les couvertures, et il faut obtenir leur OK, donc leur approbation, leur appro. Et ça peut vite être un cauchemar, mais voilà, c'est quelque chose que moi j'ai eu à cœur de faire, de vouloir maîtriser, pour vraiment avoir toutes les clés de ce métier. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un gros sujet dans l'édition d'œuvres japonaises. La relation sur le produit par les Japonais, tu vois, genre... Ouais, alors, bon, je suis pas non plus en train de me plaindre, genre, c'est des contrôles fric, c'est nul, mais c'est juste que ils sont très précautionneux vis-à-vis de leurs auteurs, ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi, et je trouve ça normal avec leurs œuvres, parce qu'ils sont très attachés et qu'il y a un respect à avoir, et ça, c'est dans la mentale japonaise, finalement, et tu acceptes vite les règles. Quand je te parle de ça à des confrères éditeurs chez Hachette, on me dit souvent, mais comment vous faites pour travailler avec les Japonais? Mais en vrai, non, je pense qu'il faut accepter les règles, s'habituer, puis au bout d'un moment, tu connais les codes et tu sais comment aussi présenter les choses pour qu'elles passent. Là, tu vois, il y a des concepts comme l'édition anniversaire de Blue Period, c'est le petit background là derrière toi. C'est une édition exclusive à la France qui, sur le papier, avait très peu de chances d'être approuvée. Elle l'a été. Donc voilà, moi, c'est ça. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'elle ne soit pas approuvée? Déjà le fait que ça n'existe pas au Japon, bon courage. Il y a ce côté, attendez. Faut présenter un nouveau projet. L'auteur n'a pas le temps, c'est quelqu'un qui est très pris par sa publication, et puis à partir du moment où ça n'existe pas au Japon, ça veut dire qu'on part de quelque chose qui n'a pas été approuvé à la base. Tu pars de la feuille blanche. Et ça, je pense que les éditeurs au Japon s'ouvrent de plus en plus à des concepts vraiment originaux. On pourra parler peut-être plus tard des éditions collector, où là aussi, très souvent, on est très force de proposition. Et voilà, c'est une façon. De l'Atelier des Sorciers, l'édition Grimoire qui est derrière toi, qui est par très exemple, stylé. Par exemple. Qui est très Merci, stylé. c'est mais cool. De toute façon, j'ai un passage un peu. Excuse-moi, j'anticipe un peu, mais en tout cas, voilà, poste après poste, il fallait que j'ai toutes les clés de toute la chaîne, en France, avec nos partenaires prestataires, et aussi au Japon, pour comprendre les codes. Moi, quand je m'imagine le métier d'éditeur, j'ai en tête quand même cet aspect où, tu vois, de sélection des œuvres. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu fais? Et à quel pourcentage, entre guillemets, de ton travail ça peut représenter? Ouais, c'est une bonne question. Comment saucissonner tout ça? J'ai l'impression que... Non, franchement, mais je fais ça tellement, c'est tellement devenu un geste maintenant, la dimension donc de prospection, d'aller fouiner, de voir en fait ce qui est publié dans les magazines. Maintenant, on peut tout lire en ligne. Les éditeurs japonais nous donnent des accès à leur magazine directement en ligne. Voilà, du coup, en anglais ou en japonais? Ah non, en japonais. Hein. C'est les magazines en fait de publication là-bas. Donc c'est en japonais. Alors après, maintenant, on a des applications officielles comme Manga Plus qui permettent aussi de découvrir très tôt en anglais. Donc ça, j'avoue que c'est aussi très pratique. Mais moi, je suis un peu nostalgique des magazines papier en papier recyclé qu'on recevait par carton entier. Alors ça obstruait mon bureau mais moi je suis nostalgique de ça parce que c'est vraiment de là que tout part, le métier de prospection. J'ai été chez Romain Lemaire. Ouais.
Ah, on lui envoie des magazines. Des magazines. Et du coup, j'ai vu les magazines avec tous les petits post-it. Bah, en fait, ça vient de mon bureau. Bah, je sais. en fait, mais moi, je suis content qu'il nous fasse cette demande parce que à chaque fois, moi, c'est un crève-cœur de devoir vider mon bureau parce que j'en reçois de moins en moins. Il y a plus que quelques éditeurs qui nous les envoient. Et pour moi, c'est vraiment des pièces de musée. Je suis très nostalgique de ça. Les premières fois où je prospectais, que ce soit pour Casterman ou beaucoup après chez Kazé, alors même que j'étais pas encore directeur éditorial, je donnais mon avis justement au directeur éditorial et des fois j'étais suivi ou pas suivi, mais c'était hyper enrichissant. Et moi j'ai tendance à les conserver, donc les rares fois où j'en jette, souvent je les envoie à Romain qui les garde. Il a vraiment son entrée. Ouais. C'est un meuble trop stylé, c'est hyper cool. Et le précieux post-it pour repérer les titres qui ont du potentiel avec un code couleur, les verts. Ouais. Et même je mets des post-it sur le dos des magazines. Voilà, quand il y a une série qui commence et que j'ai repéré. Ou peut-être que je n'obtiendrai pas. Peu importe. Mais ça va être un sujet aussi qui m'intéresse après parce qu'il y a des titres qui des fois sortent et tu vois, mais on peut même l'aborder. On va l'aborder. Tu vois, t'as un titre que vous allez sortir. Bon, il a peut-être pas encore été trop mis en avant en France ou quoi que ce soit. J'imagine que les négociations, elles sont différentes que sur un titre qui a déjà pété sur Internet où tu vois déjà ça fait du bruit. Je pense là qui est derrière toi, Gachakuta. Ouais. Qui est un titre qui a fait énormément de bruit avant même d'être annoncé en France ou quoi que ce soit. La négociation, je veux dire les parties qui veulent avoir cette œuvre, j'imagine sont plus ardues, tu vois, que sur une œuvre un peu. Dans mon cas personnel, mais puis même, je pense que dans le manga sur le marché français actuellement, on n'a pas le temps d'attendre qu'un titre vraiment pète, comme tu dis. C'est-à-dire que très très tôt. Et ça, c'est un peu malheureux, mais voilà, il se trouve que le marché français du manga est très énervé. Et on est tous des éditeurs hyper passionnés qui nous positionnons très tôt sur les titres. Et dès les premiers chapitres, tu vois, c'est très important d'avoir du nez et d'espérer ne pas se tromper et de foncer très vite sur une offre. Tu vois, je prends le cas de l'Atelier des Sorciers. Dès le premier chapitre, voire les premières pages, c'est une telle gifle que j'ai aucun mal à convaincre ma direction d'aller sur ce titre. Et très tôt, on se dit qu'on tient quelque chose. C'est pas toujours comme ça, mais c'est pour te dire qu'on n'a pas le temps de voir si ça prend, etc. Et on prend le pari d'offrir un titre. Alors des fois on se trompe, mais des fois on fait le bon choix. Sur le cas de Gachakuta, là aussi ça a été assez immédiat. Sur le cas de The Summer et Cow Died aussi, ça a été un coup de cœur mais genre immédiat. Et ça fonctionne bien en France derrière. Et là ça fonctionne bien derrière. C'est vrai que je prends des exemples, couronnés de réussite. Succès. Je sais pas si je vais assumer des choses. T'en as un peu des si, quand même, des trucs où tu t'es dit ça va des marcher. déceptions. Ouais, des déceptions, faut assumer. Ah ouais. True Hero, c'est un shonen donc on a publié et là je vois à ta mine, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, malheureusement ça ne t'a pas marqué, mais c'est un shonen qui démarrait vraiment très bien et qui malheureusement s'est arrêté en 4 tomes. Donc ça c'est un peu le. Il s'est arrêté au Japon ou il s'est arrêté ici? Il s'est arrêté au Japon et de fait il s'est arrêté ici parce que en tout cas, la politique éditoriale de Pika, c'est de jamais au grand jamais stopper une série. À partir du moment où on a acquis les droits, on va jusqu'au bout, même s'il s'agit d'une mévente. C'est très important, par respect pour nos partenaires japonais, leurs auteurs. Et puis aussi, les lecteurs français, même s'ils sont peu nombreux, c'est notre devoir d'aller jusqu'au bout. Et tu vois, genre, tu viens de mentionner le fait d'acquérir les droits. Quand un éditeur va acquérir les droits d'une série, il sait pas encore si la série elle va faire 3 tomes ou si elle va faire 20 tomes. C'est ça. Dès le moment où vous avez les droits, est-ce qu'il y a d'autres choses à payer entre guillemets après? Tu vois, si par exemple vous dites on va prendre cette série, mais elle fait 70 tomes, est-ce que genre au 50e faut repayer un cachet ou... Alors il faut savoir qu'on paie des minimums garantis, c'est une sorte d'avance en fait, et qu'on va verser sur chaque tome. C'est-à-dire qu'on se projette, on propose à l'éditeur japonais qui va proposer lui-même à son auteur de dire on vous verse une somme d'argent qui correspond à tant d'exemplaires vendus. Voilà. Par exemple, on achète une série, on dit on en vendra 5000 exemplaires. Et du coup, on verse, au moment de la conclusion du contrat, une somme d'argent qui correspond à 5000 exemplaires vendus. C'est une avance. Il y a aussi des taux de royauté qui sont calculés par rapport à cette avance. Et ce qu'on espère tous, comme ce que l'auteur expert, l'éditeur expert et nous-mêmes, c'est de vendre plus que cette avance pour pouvoir payer donc des royalties
Ouais. On va payer plus parce que ça voudra dire que la série s'est vendue au-delà de nos espérances. Donc ça, si tu veux, cette somme d'argent, elle est versée à chaque tome que comptera la série, même si elle compte 70 tomes. Donc c'est en ça que je dis que c'est un pari. Faut vraiment pas se gourer, parce que si une série compte 70 tomes au Japon, ça veut dire que c'est un bête de succès. Mais il se peut très bien que sur le marché français, ce soit une mévente au bout du 8e tome, et que pour les 62 tomes qui restent, tu sois en perte. Ouais, bah c'est ça. C'est réel. Et j'imagine qu'en plus, cette avance-là, c'est un des principaux arguments de négociation quand il y a d'autres maisons d'édition qui se placent. Alors pas seulement, heureusement. Si tout n'était que financier, bah du coup on enverrait juste des fichiers Excel à ces éditeurs japonais et on témoignerait rien d'autre. Non, il faut en fait qu'il y ait une cohérence éditoriale. En fait, les éditeurs japonais respectent beaucoup en fait le parcours, le background, les séries qui ont déjà fonctionné chez un éditeur pour faire leur choix. Il faut qu'il y ait une stratégie éditoriale qui tienne la route, une vision aussi, montrer qu'on a bien compris le titre. La série qu'à ce titre, bah on la défendra bien sur le marché français. Il y a aussi quand vraiment on est sur une vraie grosse pépite qui attise la concurrence. Il y a un plan promotionnel qui doit être défendu, développé, pertinent. Voilà, il y a tout un tas de choses. Chacun a sa recette, mais et j'imagine que la négociation elle est plus simple si vous avez déjà un auteur pour lequel ça fonctionnait. Je vais prendre un exemple que tu avais cité dans une autre interview, celui de Fairy Tail, Hiro Mashima, qui a été pendant très longtemps en France, un des mangas, je pense, qui marchait le mieux, alors qu'au Japon, ça marchait bien, mais peut-être pas à proportion égale autant qu'en France. J'imagine que pour les nouveaux titres de Hiro Mashima, bien sûr que ça aide. Ça aide. Là, il y a une politique d'auteur et d'autrice qui est réelle. Et dans le cas de Hiro Mashima, qui est venu en France en plus plusieurs fois. On a invité par 3 fois, avec qui on a évidemment tissé des liens. Voilà, c'est vrai que les négociations sont facilitées, mais il y a quand même des négociations et il faut prouver qu'on va faire le job. C'est pas toujours vrai. Il y a des politiques d'auteur qu'on veut des fois mener et qui, voilà, un auteur peut aller d'un catalogue à un autre, mais c'est aussi le jeu de notre. De notre Urasawa, vous avez Billy Bat. Voilà, ouais, et Naoki Kana Urasawa. A d'autres titres de... Tout comme Panini a d'autres titres de cet auteur-là, puisque tu le cites. Bon, voilà, ça après, c'est le jeu. Je comprends. Et ouais. Et toi, c'est quelle partie du métier qui aujourd'hui te fait plus vibrer, tu vois? C'est justement genre le fait de découvrir les nouveautés, le fait de les défendre, le fait de proposer des opérations marketing ou bien un peu de séduction entre guillemets des éditeurs japonais. C'est quoi qui t'anime? Ouais, franchement, tout dans ce métier m'anime. Hein. Franchement, on pourrait parler aussi de la relation que j'ai avec mon équipe d'éditrices qui suit la production et qui est des fois face à des obstacles pour mener à bien leur suivi, et on arrive à résoudre ensemble ces obstacles pour que le titre sorte dans les meilleures conditions possibles. Toute la partie design, en fait, les briefs avec le directeur artistique, le responsable artistique, et comment on arrive en faire à avoir des beaux produits, des beaux ouvrages. Tu dessines un peu, toi? Non, moi non, je gribouille. Non. Mais en tout cas, j'ai une vision. Oh non, vite fait. Non, vraiment, je suis pourri. Là, je suis pourri, mais j'ai quand même une vision. C'est-à-dire que j'ai quand même un certain goût, je pense. Une certaine, j'en ai lu, hein, tu vois, des BD, des comics, des mangas. Ce qui fait que quand on arrive à ce genre de brief, j'ai une vision. Et après, ça va être l'équipe artistique qui va la matérialiser, mais également aussi l'équipe de fabrication. Donc voilà, toutes ces tâches-là sont passionnantes, mais je pense que ce qui m'anime le plus ces derniers temps, je peux pas encore faire un pourcentage, tu vois, de qu'est-ce qui m'occupe le plus dans une journée. La prospection, c'est quand même beaucoup de temps, mais là, de plus en plus, c'est le fait de créer des éditions exclusives à la France. Ça, c'est une partie du job qui prend de plus en plus de temps, et franchement, j'adore ça. Ah ouais? J'adore ça, tu vois, l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. Elle est magnifique, celle-là. Franchement, elle fait assez l'unanimité, donc je suis vraiment refait. Et ça, je l'ai imaginé dans mon lit avant de me coucher, quoi. J'étais là, il faut qu'on fasse une édition Grimoire, comme on a fait l'édition colossale des Titans. Donc, le fait de faire en quelque sorte du neuf avec du vieux, si le timing, les conditions, on fait pas ça que par opportunisme, tu vois, il faut que ça ait du sens. Voilà, réussir à convaincre les Japonais, réussir à convaincre le public, même la profession, ça c'est un truc qui me plaît de plus en plus. J'imagine qu'on a tous nos goûts, tu vois. Bien sûr. Typiquement, moi avant je consommais beaucoup de shonen, maintenant c'est plus des slice of life, genre Keigo Shinzo, Urasawa aussi, enfin qui est un peu plus peut-être mature dans l'écriture, etc. Comment est-ce que c'est difficile de défendre un titre pour lequel on n'a pas d'intérêt personnel, mais tu vois, qu'on se dit, peut-être que d'autres peuvent l'avoir. Pika a un catalogue hyper vaste, il y a de tout dedans.
C'est ça. Il y a plein de collections en plus qui segmentent tout ça. Toi, tu peux pas tout aimer, tu vois. Mais c'est clair. Mais j'assume complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des séries, très clairement, j'ai pas lu plus que le tome 1 ou le tome 2. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Pika, ce qui m'a toujours plu, et ce qui me plaît encore, c'est que, même au bout de 10 ans, tu vois, presque, c'est que c'est pour moi, c'est l'éditeur le plus complet du marché. C'est un éditeur généraliste au sens strict du terme. Et le fait de se dire, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait, je le pense toujours, qu'il y a des mangas pour tout le monde en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et mon boulot, c'est d'être une grosse passoire et d'écrémer et d'avoir vraiment le meilleur de ce qui se fait, le gratin et de ce qui pourrait plaire en fait à n'importe qui. Vraiment, ça c'est un peu mon obsession, être capable. Tu vois, discuter avec toi si par exemple tu ne lisais pas de manga, me dire ce que tu aimes en matière de romans, de films, de séries télé, que sais-je, et pouvoir te mettre un manga entre les mains qui va correspondre au goût que je pense avoir cerné en toi. Ok, je vois ce que tu dis. Et ça me passionne. Et même pour des shoujo que j'avoue que je porte pas forcément dans mon cœur, mais je sais que telle autrice plaît à tel public, qu'elle est attendue. Voilà, je publie pas par rapport à mes goûts personnels. Ouais, bien sûr. Heureusement. Pas que. Parce que sinon, ça serait hyper. Mais je crois qu'il y a des éditeurs qui soutiennent ce discours, enfin qui disent que voilà, si ça leur plaît pas, ils éditent pas. Moi, je suis pas dans ça du tout. Et justement, est-ce qu'il y a un titre peut-être sur lequel, à titre personnel, c'est pas ton genre, mais par contre, tu t'es dit ok, celui-là il va marcher. Et ça s'est avéré vrai. En fait, dans les réponses que j'apporte, là, je dénigre rien. Hein. J'aime tous les titres qu'on édite, parce que tout à l'heure, là, j'ai un peu balancé True Hero, mais c'était plus une déception, en fait, par rapport au potentiel de la série. Non, voilà, moi, je vais pas te mentir. Emma Toyama est une autrice de shoujo que je respecte à fond parce que elle est très productive, elle a beaucoup de titres à son actif, elle a eu beaucoup de succès, c'est vraiment une autrice historique de Pika. Pour autant, ses œuvres me parlent généralement peu. Ouais. Et il y a certains titres que j'ai décidé de publier, dessinés, scénarisés par elle, dans lequel je me reconnaissais pas du tout. C'est ce genre de titre où voilà, je suis pas allé au-delà du tome 1. Mais pour autant, voilà, derrière, je sais qu'il y a un public pour ça et il faut continuer à la défendre, bien sûr. Ouais, trop bien. Tu vas au Japon un peu des fois ? On y va une fois par an. Okay. C'est très important pour notre boulot d'aller, comme j'aime à dire, sur les terres en fait de nos partenaires éditeurs, de montrer qu'on vient en personne voir ce qui se passe, parce que la lucarne d'internet elle est assez étroite finalement, et je trouve que c'est important d'aller en librairie, de discuter directement avec les éditeurs. Les éditeurs eux-mêmes, quand ils t'accueillent dans leur bureau, ils mettent en avant des titres. C'est important en fait de se rendre sur place là-bas. Donc on y va une fois par an. T'as un bon souvenir au Japon ? Une petite anecdote sur un truc qui ça peut être pendant ton stage même. En fait, déjà moi dès que je vais au Japon, c'est comme si un peu j'y allais pour la première fois, tu vois, je suis toujours les yeux écarquillés, trop content d'y être parce que c'est un Japon que j'ai tellement vécu encore une fois à travers les animés, les mangas, que les films, qu'à chaque fois que je m'y range, c'est un peu le rêve éveillé, tu vois. Ouais. Et non, des souvenirs. Alors, ce que j'adore quand on va là-bas, souvent, c'est quand on est dans les rédactions des éditeurs japonais, les rédactions des magazines. Ouais. On tombe assez souvent sur des responsables éditoriaux qu'on a vus quand on avait invité des auteurs, comme Hiro Mashima, Oima qui fait To Your Eternity. Ça nous arrive de tomber sur eux. Ça nous arrive aussi d'avoir des rendez-vous et d'alimenter ce lien en fait, d'entretenir ce lien qu'on a avec eux. Donc ça, j'aime beaucoup parce que là, t'arrives dans les rédactions de ces magazines, t'as des planches originales où que tu regardes. C'est déjà je vois leur à chaque étage. Déjà je vois leur bureau, ça me rassure sur l'état du mien, tu vois. C'est pas si en bordel. Ah ouais, c'est un bordel là-bas. Non mais parce que voilà, en fait, t'es au cœur de la création. Ah, tu le sens. Ah ouais, c'est palpable. Et puis après, quand on a la chance d'avoir des moments avec eux, ils nous reçoivent dans cet espace de rédaction et tout le monde s'affaire et c'est assez jouissif en fait de voir que t'es dans les coulisses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'es déjà tombé par exemple quand tu visitais un bureau où tu vois, tu te balades et là oh c'est tel auteur, tu vois. Ouais. Okay. Ça m'est déjà arrivé de croiser Koji Seo comme ça. Okay. Je tenais à le voir aussi parce qu'il m'avait dessiné dans son manga Hitman. C'est vrai? Ouais, les coulisses du manga. Et je tenais absolument à le voir, à lui offrir des cadeaux parce que j'étais trop refait d'apparaître. T'es dans Hitman? Ouais, enfin, il m'a dessiné, je suis un éditeur français. C'est vrai? C'est trop drôle. Je suis un éditeur français qui
sert pas à grand chose, qui d'ailleurs a envie d'aller aux toilettes à un moment donné. C'est pas ouf. Mais voilà, lui, j'ai fait en sorte de le croiser et c'est trop drôle parce que c'est Hiro Mashima qui me l'a amené. Il allait dans une réunion avec ses éditeurs et il m'a dit tenez, je vous amène Koji Seo. Allez, salut. C'était ouf. Et un autre moment, je pense que t'aurais adoré, toi qui es très porté sur l'art en général, j'ai l'impression, enfin par rapport à ce que tu me décris. T'as quand même un t-shirt Vincent Van Gogh là. Oui. J'ai pas beaucoup de t-shirts. Ok. Et vraiment, on avait rencontré les éditeurs de Blue Period, du magazine Afternoon. Mais Blue Period, j'ai kiffé. Ah, bah cool. Bah du coup, cette anecdote va te parler parce que on avait manqué l'exposition qui avait eu lieu, qui s'était tenue sur le manga. Mais comme les éditeurs avaient encore les originaux là dans leur bureau, ils nous ont improvisé une petite exposition. Ils nous ont sorti tous les originaux de au moins 8 ou 9 couvertures du manga et tout était comme ça sous nos yeux avec un détail mais fascinant. Et là, tu voyais l'original, des planches, couleur noir et blanc, et c'était fou, quoi. Ça me fait penser à une différence parce que je t'ai dit, j'ai été chez quelques auteurs déjà. Ouais. En France, c'est les auteurs qui ont leurs originaux. Au Japon, c'est les éditeurs qui gardent les planches. Écoute, ça dépend. Là, c'était dans le cas précis. Non, en général, ça reste dans les ateliers des auteurs. Là, c'était dans le cas précis de l'exposition. Ok, donc qui était itinérante, si je me souviens bien, qui avait fait Tokyo, Osaka, enfin. Oui. Mais le fait est que là, ils avaient sur eux. Incroyable. Des originaux dont ceux des couvertures, je tiens à le préciser vraiment. Et là, tu voyais le détail, c'était fascinant. Ah ouais. Mais la plupart du temps, non, il me semble que c'est quand même les auteurs qui gardent les originaux. Tu mentionnais tout à l'heure, et c'est quelque chose qui, je sais pas si tout le monde le sait, mais du moment où il va y avoir un accord pour une série au Japon et le moment où elle est publiée en France, tu l'as dit tout à l'heure, en général vous positionnez très vite, il se passe un temps monstre. Au plus court, 6-7 mois, je pense. Au plus court. Ça dépend, il y a plusieurs écoles. Ok. Il y a des séries qui peuvent sortir très tôt. Ok. Très vite. Je pense qu'on n'a pas tardé à balancer Fortnite of the Apocalypse par Nakaba Suzuki, l'auteur de Seven Deadly Sins. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une brute qui est très rapide. Ouais. Que c'est une série, tu vois, c'est intimement lié au rythme de publication au Japon. Ok. Il y aura moins de temps entre la sortie d'une série au Japon par rapport à la France si la série est dans un magazine hebdomadaire, qu'il y a un chapitre qui tombe régulièrement et que du coup le livre paraît régulièrement au Japon, parce que il y a rien de pire, je pense, pour des lecteurs d'avoir trop de temps d'attente entre deux tomes. Et c'est important de s'assurer qu'il y a un rythme régulier au Japon avant de se lancer. Après, il y a d'autres stratégies qui sont par exemple d'attendre pour un animé, tu vois. Si on a cette info d'avoir un animé lié à un manga qu'on a acquis, il n'y a pas forcément de raison de se presser de le sortir si on veut bénéficier la meilleure exposition possible, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans sortait... Pour Pika, ça a été un bonheur. Alors, écoute, il y a un très bon move de l'équipe de l'époque de dire, ok, l'animé de l'Attaque des Titans commençait en avril 2013 et le 26 juin 2013 sortait le tome 1 du manga. Et là, c'était la meilleure exposition possible pour l'Attaque des Titans. Donc, tu vois, ce genre de move, je pense que c'est important d'avoir aussi une stratégie comme ça du meilleur timing. Puis une œuvre comme l'Attaque des Titans, pour un éditeur, c'est incroyable. Je veux dire, c'est facilement défendable parce que c'est déjà populaire auprès des gens. Tu peux faire plein de trucs avec, les gens ils sont au rendez-vous, tu vois. Bah, en tout cas, dans le cas précis de ce titre, à l'époque où le manga est acquis par Pika, c'est quand même un ovni. Bah oui. C'est même si il y a un succès. Je trouve que c'est un des mangas qui est le plus apprécié par ceux qui lisent pas de manga. Ah, ouais, je suis d'accord. Je vois très bien ce que tu veux dire et j'en parle souvent comme un excellent premier manga pour quelqu'un qui n'en aurait jamais lu. L'édition Colossale aussi, elle était assez intéressante comme porte d'entrée pour des néophytes, avec ses couvertures notamment signées par un auteur de comics, parce que c'est atypique, parce que c'est assez loin finalement des codes du manga. Mais voilà, toujours est-il que quand Pika l'acquiert et que c'est un pari, tu vois, on revient un peu sur ta question initiale, c'était pas encore un phénomène au moment de l'acquisition, mais il y a une machine qui se mettait en branle, et là, pourquoi le sortir trop tôt? Il y a une stratégie qui était d'attendre l'animé, d'avoir de la simul-publication aussi. Donc voilà, les chapitres digitaux sortaient en français,
en même temps que le magazine sortait au Japon. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la simul-publication, la simul-traduction, simultrad. Simultrad, ouais. Voilà, voilà toute cette stratégie, et ça prenait du temps à la mettre en place, mais on a bien fait de la faire. Eh ben, trop stylé. Il y a une autre partie de ton métier qu'on n'a pas encore abordée. Là, on est pas mal orienté sur le côté Japon, etc. Mais il y a une autre partie qui est présente et de plus en plus en France de manière générale, c'est la création originale, avec des auteurs, alors pas forcément français, mais la plupart du temps quand même français parce qu'on est sur des maisons d'édition françaises. Vous avez, alors ça va le faire rire parce qu'il dit tu parles de moi dans chacune de tes interviews, mais vous avez forcément Dreamland. Dreamland, on peut pas ne pas mentionner, c'est le fer de lance. Dreamland, donc c'est normal que j'en parle aussi. Ouais. Aujourd'hui, vous avez d'autres titres. Ouais. Je te disais que j'avais été chez Romain. Forcément, vous avez Everdark, vous avez FreeQuest qui est sorti il y a même moins d'un an là. Fin d'année dernière, c'était octobre 2024. Tu faisais de la création originale à Kazé? Non, ça n'existait pas chez Kazé. Si, on avait des projets, qui sont restés dans les cartons, visiblement, mais on travaillait sur des projets, et surtout, on a eu le manga des Mystérieuses Cités d'Or. Tu vois, ça, c'était le genre de responsabilité à l'époque que j'ai vraiment pris à bras le corps, parce que c'était passionnant de travailler en direct avec un auteur, des auteurs. Donc il y avait Bernard Derriès, qui est un des co-créateurs des Mystérieuses Cités d'Or, et Thomas Bouvray, du coup, qui était le mangaka. Et alors même que la saison 2 arrivait de l'animé des Mystérieuses Cités d'Or, il y avait ce projet de faire en manga la saison 1. Pas du tout que ça avait été adopté en manga. Et si. Un manga en 5 tomes, et là voilà, c'était un tout autre process. Tu partais de la page blanche, en plus il fallait être fidèle aux monuments que sont les cités d'or, donc j'essaie d'adapter, des fois d'éclipser certains moments, certains moments avec la bénédiction de Bernard Derriès. Enfin voilà, ça a été une super expérience. Et ça avait même un goût de trop peu, et rejoindre Pika, c'était aussi rejoindre un des éditeurs avant-gardistes en termes de création française. Et c'est un autre métier, non? Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir parce que là, effectivement, c'est pas la même machine. Mais on peut parler de machine au Japon. La machine de la prépublication fait que tout est huilé. Il faut tenir les dates de sortie des magazines, encore plus dans un hebdomadaire, tu vois. Les auteurs s'organisent avec des assistants, tu vois, pour que la machine vraiment soit vraiment, c'est un rythme de stakhanoviste. Et en France, voilà, on est sur évidemment des délais de publication plus cléments. Et puis il y a de l'humain en fait. Il faut réussir à gérer ça. Et c'est un tout autre métier, mais c'est pas moins passionnant. Je veux dire, c'est génial. Et justement, toi qui faisais du judo, il y a un gros projet qui est sorti chez Pika il y a moins d'un an aussi. Là, c'était septembre 2024. Donc, pile après les JO. Ok, donc vraiment pas très longtemps. Ouais. Avec Christophe Cointeau. Avec alias Stoffer. Alias Stoffer. Et Mamadou alias Thiers au scénario. Et ça. Ouais, là, franchement, c'était une opportunité de fou, parce que déjà faire un manga sur le judo, c'était une sorte d'accomplissement, c'est clair. Mais sur Teddy Riner, c'était encore plus fou. C'est une initiative qui part de vous, ou ça a été une demande, tu vois, externe, je sais pas. En fait, c'est Teddy qui a toujours voulu faire un manga, qui a toujours voulu être au centre d'un tel projet. C'est quelque chose c'est un lien qu'il entretient avec son fils, qui est un gros lecteur de manga. Et en fait, Teddy avait fait un projet avec les éditions Marabout. Sur une méthode de gainage en fait, mais bon, c'est comme Marabout sait en publier, voilà. Et c'est les équipes de Marabout qui nous ont informé de son désir de faire un manga, et là on a juste levé la main. Et ça a été un timing très serré, parce que le projet, c'était d'être prêt au moment des JO, voilà. Le fait est que le meilleur timing, c'était de sortir ça après la compétition, et vu le parcours digne d'un shonen qu'il a fait, le résultat a vraiment été c'était à la hauteur des espérances, quoi. C'était vraiment génial, super expérience. T'as accompagné ce projet? Ah ouais, complètement. Mais après, c'est évidemment Thiers et Toffer qui sont à la manœuvre, mais que ce soit Lola, dans mon équipe éditoriale, ou moi-même, on a piloté ça au niveau suivi, mais ce sont évidemment eux les créateurs. Nous, il fallait faire en sorte que tout soit aussi approuvé du côté de l'équipe de Teddy Riner, de Teddy lui-même. Et vu la dimension maintenant du statut de Teddy, c'est pas toujours simple d'avoir les validations en temps et en heure, mais lui était très content du projet final. Trop bien. On a souvent cet écho, notamment dans, par exemple pour ceux qui ont lu Bakuman, tu vois que le
Tanto, l'éditeur japonais, a une implication forte dans l'histoire de la création du manga, enfin vraiment dans la narration, dans tout. En France, j'ai l'impression qu'il y a moins cet aspect où on va venir dire ah bah tiens, les tendances c'est ça, faudrait que tu mettes ça, etc. Comment toi tu t'impliques par exemple dans la création de Everdark que j'ai cité, de FreeQuest, ou enfin comment ça se passe un peu la collaboration? C'est du sur-mesure. Okay. C'est-à-dire que selon l'auteur ou l'autrice que tu as en face, tu vas t'adapter. Il y a des personnes comme Renaud ou même Néo, mais dans le cadre du projet FreeQuest, qui savent très bien dans quelle direction ils vont dans le monde de fantasy, qui veulent décrire. Et toi, finalement, en tant qu'éditeur, tu vas avoir peu de valeur ajoutée. Nous, on a cette chance avec mon équipe éditoriale d'être les premiers lecteurs et lectrices. Donc moi, ce que j'estime être important, et peut-être que c'est là le rôle d'un Tanto, pour avoir un peu discuté avec eux, il y a de ça, c'est de donner le premier feedback, de donner les premiers feedbacks, de dire si ça fonctionne ou pas telle scène, d'être très sincère en fait par rapport à ça. Tu t'es déjà montré un peu, je sais pas, t'as dû un peu dire vraiment là c'est. Ouais. Okay. Ah, il faut, je pense. Et je pense que c'est ce qu'attendent nos auteurs. Honnêtement, idéalement, je préfère signer qu'avec des gens ouverts d'esprit qui vont du coup être pour ce ping-pong. L'idée est certainement pas de se substituer à un scénariste ou un dessinateur, mais c'est de dire en tant que premier lecteur si là, toi, t'es sorti de ta lecture ou pas. Et tu parlais de tendance tout à l'heure, moi j'ai aucun problème à effectivement exprimer ça, dire telle planche là, ce serait bien que ça ressemble un peu à... Tu vois, voilà, soyons clairs, exemple très précis, Toffer sur les planches d'Hajime, moi je lui ai envoyé le maximum de Blue Lock que je pouvais, et je lui disais, faut qu'il y ait un goût de Blue Lock en fait, dans les planches là. Faut que cette nouvelle manière de présenter le manga de sport. Une certaine noirceur en fait, des fois, une certaine, j'ai une intensité que je trouve là, ce manga est en train de redéfinir dans les mangas de sport. Clairement. Et lui, il en convenait à fond. Donc voilà, c'est un échange. Il y a peut-être d'autres références qu'il validera pas et je vais pas le forcer. Mais par contre, en tant qu'éditeur, je pense que c'est notre devoir d'être très transparent sur si ça fonctionne ou pas. Il y a une autre partie de ce métier-là qui vient en amont de commencer à créer. Et je pense que je me trompe peut-être, mais toi ça fait 10 ans que t'es à Pika, t'as dû voir une évolution. C'est les dossiers que vous recevez de personnes qui voudraient être éditées chez Pika. Est-ce que t'as constaté une évolution sur le nombre de dossiers, sur la qualité même, je sais pas. Ouais, la qualité. Moi, j'allais parler de la qualité. Ces petits jeunes sont de plus en plus autodidactes et très talentueux très tôt. Et du coup, oui, il y a plus de dossiers et plus de dossiers bien ficelés, j'ai envie de dire. Okay. Ouais. Et c'est quoi un dossier, justement? Un bon dossier? Ouais, alors c'est souvent la question qu'on nous pose. Bah oui, c'est ça, parce que toi, t'en reçois plein. J'imagine c'est un peu comme quand tu reçois un CV, il y a une manière de présenter pour que ça soit lisible, pour que toi, tu retrouves ce que tu as envie de savoir. Qu'est-ce que tu as envie de savoir? Comment est-ce que tu veux que ça soit présenté? Tu vois, c'est... Bien sûr. En fait, simplement, souvent l'emballage est très soigné, tu vois. Il y a, je pense, des auteurs qui se prennent beaucoup la tête sur le design même du dossier, tu vois, la charte graphique du dossier. Finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il va nous falloir. C'est vraiment le synopsis, alors à la fois détaillé et à la fois un peu plus concis, pour finalement être séduit en très peu de lignes. Ça sert à rien, à mon sens, d'en mettre des tartines et des tartines, comme pour dire si lisez-moi jusqu'au bout, allez au bout des 3 pages, vous verrez, c'est très bien. Non, il faut limite avoir, je pense, une approche un peu commerciale, sans que ce soit un gros mot, comme pour dire regardez, en très peu de lignes, je peux vous convaincre que j'ai un concept génial. Voilà. En mode pitch d'ascenseur. Exactement, pitch d'ascenseur, voilà. Et le fameux elevator speech. Je pense que c'est important d'avoir cette démarche. Il faut que les auteurs soient dans cette gamberge de après, ça dépend de la démarche, tu vois. Mais le fait est que s'ils préparent un manga, c'est certainement pour se faire plaisir et de réaliser leurs rêves, mais c'est aussi pour pas être seul dans leur délire, entre guillemets, et de réussir à séduire un éditeur et les lecteurs derrière. Et là-dessus, je pense qu'il faut avoir une approche assez, efficace. Voilà, on va dire ça comme ça. Et après, évidemment, avoir une vision en fait sur l'histoire avec, je dirais, plusieurs checkpoints scénaristiques pour en fait qu'on puisse être convaincu que l'auteur sait où il va. Voilà, il n'y a pas de j'ai pas pensé à ci, j'ai pas pensé à ça. J'ai un début et une fin, et au milieu, je peux développer si jamais j'ai un éditeur convaincu. Et après, au niveau graphique, je pense que c'est important de
il faut que on soit séduit par ces personnages qu'on connaît pas encore et d'avoir en fait tout le côté recherche graphique des personnages clés de l'histoire, d'avoir du coup le storyboard. Voilà, donc c'est le fameux brouillon des planches. Je pense que c'est important d'avoir au moins un chapitre complet d'un storyboard ou peut-être un peu moins, mais de montrer là aussi que graphiquement, narrativement sur il y a un découpage qui est maîtrisé au niveau des découpages, et je pense que tu connais bien ça, ça soit juste. En tout cas, ça nous donne un aperçu et quelques planches finalisées. Donc là, pas besoin d'en faire beaucoup. 3, 4. Ouais, 3 ou 4, je pense que c'est important aussi pour voir le résultat final de ce que ça pourrait donner. Et franchement, c'est tout. Parce que des fois, je pense que je vois dans des... Il y a un petit côté un peu déballage de talent ou proposition de couverture, proposition de logo. J'ai pensé déjà au design. Mon dos, j'ai un concept pour les dos de mon manga. Là, faut pas aller trop loin. Ça même, c'est le boulot de l'éditeur d'accompagner sur ce genre de détails qui n'en sont pas. Mais au stade du dossier, pas besoin de proposer un concept de logo, un concept de couverture, comme pour dire, vous allez voir, c'est génial, j'ai même des idées marketing. En mode, j'ai déjà un produit fini. J'ai déjà un produit fini, clé en main, et j'ai même pensé à des trucs pour les réseaux. En fait, non. Je pense que là, il faut rester sur la base, qui est la plus importante. Synopsis, scénario, concept aussi, essayer de verser dans l'originalité. Il y a de plus en plus de dossiers qu'on reçoit, mais maintenant, je me suis créé un compte Instagram juste pour aller voir, parce que moi je suis pas du tout réseau social. Réseaux sociaux à part WhatsApp quoi, et Line. C'est très peu réseau social. Non, en fait, c'est même, c'est un réseau social, mais c'est très, ouais, c'est d'accord, ok, donc ça compte pas. Ça taille, hein. Et non, voilà, en fait, je suis pas dans ça, mais par contre, Instagram, j'ai dû me faire une raison parce que là, sans même attendre les dossiers, le talent. Ah, il y en a des forts. Et à pignon sur rue. Donc, par rapport à cette concurrence qui doit être saine, c'est important de se démarquer et d'avoir de l'originalité, de la personnalité dans les dessins. En fait, je pense qu'il faut pas calquer ce qui a déjà été fait. Ouais, ok. J'aime beaucoup la réponse. Il y a quand même un truc sur lequel j'ai une vision un peu différente de la tienne et je suis chaud de te l'exposer. C'est tu dis quelque chose d'original. Moi, je trouve qu'il y a plein d'histoires qui en ce moment marchent énormément et qui sont d'une banalité parce qu'en fait c'est un peu comme je vais faire une ref horrible mais enfin pas horrible mais peut-être un peu niche. Par exemple Maupassant, tu vois. Il était connu parce qu'il décrivait hyper bien le quotidien. Je trouve il y a plein d'auteurs qui décrivent hyper bien un quotidien, une histoire Keigo Shinzo que j'adore aussi qui le fait hyper bien. Les histoires elles sont pas originales, enfin c'est original, tu vois, c'est pas des concepts hyper cherchés ou quoi que ce soit et pourtant ça fonctionne trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire et en fait t'as raison. Mais c'est marrant, moi j'ai plus cette gamberge avec la création française. J'aimerais bien être un peu plus surpris que ce que je lis quotidiennement toute l'année en termes de production japonaise et coréenne maintenant, parce qu'on a un label aussi en webtoon. Et le fait est que c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais je suis rarement impressionné et surpris, étonné par ce qui paraît et même parfois par ce qu'on finit par acquérir, mais parce que tu as raison, en fait, un bon shonen, c'est bien souvent comme un bon plat qu'on aime remanger, qu'on connaît déjà par cœur, mais on se lasse pas de ce goût-là. Et il faut aussi penser aux générations qui ont pas été bercées par Fairy Tail ou Seven Deadly Sins ou Naruto. Ça peut être leur tout premier shonen. Et là, bien sûr, on va être dans de la redite. Mais comme si c'est de la redite bien faite, il y a aucun problème à mes yeux. Là aussi, par exemple, Gachi Akuta, je suis moins subjugué par le graphisme de Kei Urana que par l'intrigue. Tu vois, l'intrigue se tient parfaitement, elle est stylée. Mais c'est pas ça qui est révolutionnaire dans ce manga. Pour moi, c'est le trait, c'est le world building, c'est ses personnages, c'est les pouvoirs qu'elle a réussi à créer. C'est ça, moi, qui me fait le plus vibrer. Dès les premières pages. Que l'originalité. Et quand je parlais d'originalité tout à l'heure, finalement, avec la création française, je suis peut-être un peu plus exigeant. Je suis peut-être un peu plus, j'ai plus envie de les challenger, nos auteurs. Comme pour leur dire, soyez originaux aussi dans la personnalité de votre trait et idéalement du concept, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, ces pages blanches, ça veut dire qu'il n'y a pas derrière l'animé qui va sortir, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que tous les efforts, c'est l'éditeur, c'est l'auteur qui vont devoir les mettre en place pour que ça fonctionne. Et forcément, peut-être que si tu as un concept qui est plus directement poignant, ça facilite aussi tout ça, quoi. Je pense qu'on doit être dans ce petit plus, On doit être dans... alors bien sûr, ça va être des auteurs qui vont être influencés, nourris par beaucoup de références mais c'est très bien qu'ils prennent toutes ces références, mais autant qu'ils recrachent un style qui leur est propre, que ce soit narrativement, scénaristiquement ou même graphiquement. Clairement. Puis faut aussi se démarquer. Là où je prends juste Pika, vous annoncez sur Instagram les sorties qui vont venir.
Vous les annoncez par semaine. Si on prend la semaine du 5 février, il y avait 12 nouveautés. Si on prend la semaine du 19, il y avait 14 nouveautés. C'est-à-dire on est quasiment à 14 nouveautés, pardon. 14 sorties et 12 sorties. Pas des nouveautés forcément, mais des suites, etc. Ça veut dire qu'on est quasiment, rien que chez Pika, à 2 mangas qui sortent par jour, tu vois. Ouais, si tu fais ça veut dire une concurrence, Tu veux dire au sein même du catalogue? Mais même pas au sein même du catalogue, mais je veux dire pour un auteur qui voudrait se démarquer, il arrive, rien que chez Pika, il y a 2 livres qui sortent par jour. Si tu prends tous les éditeurs de manga confondus, je sais pas ça avec combien de livres par jour. Ouais, je vois le calcul sur, Bah c'est vrai qu'il faut avoir ça en tête en vrai, que ce soit à l'échelle de Pika ou du marché du manga en France dans son entièreté. Il faut avoir conscient qu'on est loin d'être les seuls sur le créneau et que bien sûr que la marche est très haute. Ouais. Et c'est d'autant plus important de se démarquer à tous les niveaux. Mais oui, tu as raison. Bah ça, de toute façon, c'est aussi le pari du manga, c'est de réussir à faire vivre cette industrie avec des séries qui peuvent compter beaucoup de tomes. Ouais, c'est ça. Mais comme on veut en lâcher aucune, ça fait que ça accumule un peu. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un des défauts de notre industrie. Oh, je sais pas. Après, ça fait comme tu disais, on le disait tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts du coup. Nous, en tout cas, en tant qu'éditeur généraliste, on a envie de mettre un manga entre toutes les mains, d'être le plus généraliste possible. Donc, forcément, après, ça fait beaucoup de séries en cours. Clairement. On arrive sur un peu la dernière partie de l'interview où je te disais tout à l'heure, ce soir, vous fêtez les 25 ans de Pika. Pour les 25 ans, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Je sais pas si c'était dans ce cadre-là, mais il y a une grosse opération autour de l'atelier des sorciers qui a été mise en place à Angoulême. Franchement, pour ceux qui y étaient pas, je sais pas si j'ai pris des vidéos, mais sinon je ferai une insert. Vraiment, dans la rue, il y avait des chapeaux pointus. Enfin, c'était un sketch. C'était un nouveau monde. Énorme fierté, franchement, sur le côté très viral de ces chapeaux pointus. Qui je pense ont détrôné le petit chapeau de Groom de Spirou, hein, désolé. C'est que l'année dernière encore, c'était le Groom. Ou la houppette de Titeuf. Vraiment. Mais des fois, il y avait des enfants qui avaient le chapeau de Spirou, mais comme le chapeau pointu d'atelier était plus gros, ça couvrait le chapeau de Spirou. Je les ai vus faire. Genre, les deux superposés? Ok, ça marche. Moi, je pense que les petits voulaient tout. Et même la petite houppette de Titeuf. Bon, bref, c'est pour rire, mais en fait, c'est vrai qu'on a eu un très bel accueil à tous les points de vue. Vraiment, le stand au festival d'Angoulême là qui était aux couleurs de l'atelier des sorciers, que ce soit l'édition Grimoire ou le artbook l'art des sorciers qui ont eu un super accueil, l'exposition de l'atelier des sorciers qui a eu un super retour. L'exposition justement. Ouais. Et j'ai plein de questions sur ça, mais sur des réponses qui seront du coup un peu plus succinctes parce que voilà. Ouais. Sur l'exposition, qui s'en charge? Est-ce que c'est une initiative Pika? Est-ce que c'est un collectif? En fait, c'est une association, une coproduction pour être plus précis, avec le festival d'Angoulême. Okay. On avait une volonté mutuelle, c'était d'inviter Kamome Shirama pour le festival. À partir de là, évidemment une volonté de faire une exposition et de faire venir ses originaux, ses planches originales, c'est très très vite dessiné et on a travaillé ensemble sur ce concept. Et quand on fait, alors je vais donner un autre exemple, faut doser, hein. Mes exemples sont horribles à faire. Vas-y. Doser. Tu sais, le Louvre, il y a 3 Louvres. Il y a à Paris, il y a à Lens et il y a à Abu Dhabi. À un moment donné, il y avait eu un projet de la part de, je sais pas qui dirige le Louvre, de faire déplacer la Joconde du Louvre Paris au Louvre Lens. Ouais. Ça avait été avorté parce que coût logistique, assurance, machin, des millions d'euros. Impossible. Et pourtant, Paris-Lens, c'est à côté. Là, on fait venir des œuvres originales du Japon. Qui ont une valeur différente de jeu d'ose, hein, parce que. Vas-y, bien sûr. Exactement. Est-ce que c'est cher aussi il y a tout un truc d'assurance autour de. C'est ça. Tu l'as dit. Okay. Tu l'as dit, et ça, c'est vrai que c'est une partie que le festival d'Angoulême sait gérer maintenant depuis. Ils ont une vraie expérience et expertise là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait mal à la tête. Ouais, c'est des coûts qui sont assez importants d'assurer en fait un tel déplacement d'originaux, en plus que sur 4 jours, hein, faut pas oublier que c'est très court finalement. Et ouais, c'est toute une logistique qui est mise en branle et qui fait suer, qui fait transpirer un peu tout le monde. Moi, j'avais eu un chiffre. Alors, il est peut-être, j'ai aucune source, donc vraiment c'est un chiffre qui est sorti du chapeau, mais j'avais un chiffre pour Isayama. Ça aurait coûté 250 000 euros. Bah, je peux pas répondre, en fait. Tu peux pas répondre? Ouais, je comprends. Je me doutais un peu, j'ai tenté. Mais tu vois, c'est un peu j'avais eu ces échos-là, pareil pour Rosario, j'avais un autre chiffre. Mais moi, il est évident que plus, l'auteur est prestigieux, et plus, évidemment, l'opération, va être importante. Et quand vous faites venir un auteur, il y a aussi toute son équipe éditoriale, etc. Est-ce que c'est pas aussi
une occasion pour vous de créer un lien plus fort? C'est sûr que c'est l'occasion évidemment de mener à bien une opération. Voilà, à partir du moment où on décide d'inviter un tel auteur, tout le monde est sur le pont pour que ça se passe bien, que ce soit Angoulême, nous à Pika ou Kodansha au Japon quand il s'agit de Kamome Shirahama ou de Hajime Isayama, et à partir du moment où tout se passe bien, sans accroc ou en tout cas le moins possible. On est tous très fiers et on a tous qu'une envie, c'est de recommencer en fait. Et il y a un petit stress quand même avant. Il y a carrément un stress, je veux dire, un très gros stress. et sur place aussi, parce que évidemment les éditeurs veulent que tout se passe bien, nous aussi, hein. Mais tout le monde est en mode stress max. Et alors que même que l'auteur souvent lui kiffe, lui il kiffe, mais il faut qu'il soit dans cette bulle et que tout se passe très bien en fait. La bulle, je trouve que c'est un mot qui est justement choisi, parce que quand tu fais une comparaison entre les auteurs français qui sont un peu en mode ils viennent, tu vois, tranquille et tout, et les auteurs japonais, t'as l'impression qu'ils sont couvés. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Il faut savoir que c'est des gens c'est des artistes, encore une fois, qui ont des rythmes staccanovistes de par leur rythme de publication et qui sortent très rarement du sol japonais. Il se trouve que Kamome Shirahama est un peu une exception parce qu'elle adore voyager, elle a des amis partout dans le monde et elle s'organise pour pouvoir voyager. Et d'ailleurs, de toute façon, ça se ressent dans l'Atelier des Sorciers. C'est un manga qui est ouvert sur le monde comme elle l'est elle-même. Mais la plupart des auteurs sont quand même très pris par leur travail et dès lors qu'ils sortent de la machine, donc il n'y a rien de péjoratif encore une fois dans ce que je dis, mais la machine de la prépublication japonaise fait que ça stresse nécessairement l'éditeur japonais qui fait tout pour que tout soit bien huilé, tout roule. On est limite un petit grain de sable dans cette machine-là. Quand nous on a envie d'un auteur, on vient un peu bousculer ça, mais ils en ressortent toujours ravis, reboostés au contact de leurs fans étrangers. Clairement. C'est hyper important. Surtout que j'ai l'impression que le public européen, alors je sais pas si c'est spécifique à la France, mais européen, donne généralement beaucoup d'amour aux auteurs, tu vois. Ah, tellement. Moi, pour avoir assisté à chacune des dédicaces de Hajime Isayama ou de Kamome Shirahama, ils sont souvent en larmes, quoi, même, tellement ils sont émus. Ils viennent avec des petits cadeaux, des petites attentions. Puis tout simplement, merci. Trop souvent, tout ce qu'on demande de traduire à l'interprète qui est souvent là, c'est dis merci parce que j'adore, je me suis reconnu dans tel ou tel personnage, la série m'a aidé à une période où j'étais mal. Enfin, vraiment, c'est émouvant, quoi. Et les éditeurs, ils aiment bien aussi venir? Ah, c'est dédicace, tu veux dire? Non, mais genre, est-ce que tu sens que eux, ils y passent aussi un bon moment, les éditeurs japonais ou quoi? Ouais, je pense, j'espère. Mais ils sont quand même en mode travail et ils sont aussi là pour observer comment le marché se porte, quelles sont les initiatives faites par les uns et les autres. C'est ça. En mode boulot. Mais bon, moins en mode vacances, c'est des humains. Les auteurs, ils sont en mode un peu plus détente, même s'ils sont aussi là pour travailler vis-à-vis des fans, voilà. Mais c'est une rencontre. Voilà, c'est humain, c'est de l'humain. Carrément. Il y a d'autres choses qui vont être mises en place pour les 25 ans. Je pense notamment à un sujet, alors que moi je maîtrise pas du tout. Ouais. Du coup, je vais te laisser faire la conversation un peu, mais sur Clamp, moi je connais Captor Sakura. Ouais. T'as eu du mal à le dire même. Ouais, carrément. J'ai vu qu'il était fou. Heureusement qu'il y a le montage pour pouvoir faire des quêtes. Mais à part ça, tu vois, je suis pas du tout lecteur. Ok. C'est quoi la volonté de Pika de relancer un peu une édition autour de ça? Effectivement, cette année, c'est une année magique avec des autrices comme Kamome Shirahama, mais c'est aussi le retour des reines. Hein. C'est pas le retour du roi, c'est le retour des reines du manga avec Clamp. Ouais. Je dis le retour parce que c'est dans les années 2000 qu'il faut remonter pour vraiment voir le premier vrai succès de Pika avec Cardcaptor Sakura, tu le disais. Et 25 ans plus tard, on est trop fiers de revenir avec Clamp Universe, qui s'avère être une collection totalement dédiée pour le studio Clamp. Que pour expliquer, Clamp, c'est un collectif. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément... C'est ça, c'est un collectif de 4 autrices. Alors, historiquement, les autrices ont changé un peu dans le studio, mais il y a quand même des piliers qui demeurent et elles ont la particularité de tout faire à 8 mains, du coup. Le compte est bon. Elles se répartissent un peu tout. Peut-être des assistants. Non, mais le fait est que c'est un style tellement reconnaissable déjà graphiquement. C'est assez hypnotique, somptueux. Ça traverse les générations et c'est pour ça que ça nous paraissait important de les remettre à l'honneur. Donc voilà, Clamp Universe, c'est vraiment un écrin graphique au niveau de la charte qui sera commun à toutes les séries de Clamp et l'idée c'est que on aura vraiment toutes les séries.
de l'univers de Clamp. Tout, L'idée en fait c'est vraiment d'accueillir tout ce qu'elles ont pu publier dans le sens où, alors c'est une collection très ambitieuse. Ouais, parce que il y a beaucoup de séries et beaucoup de tomes. Mais si tu veux, voilà, il y a rien qui est laissé au hasard dans l'univers de Clamp, dans ce qu'elles ont pu publier. Beaucoup de séries sont connectées en fait. Elles sont un peu à l'origine du multivers avant l'heure, quoi. Elles ont été très avant-gardistes sur ça, honnêtement. Okay. Les crossovers, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très familier, coutumier des comics. Ouais. Et en manga, elles ont été vraiment parmi les premières à user de ça. C'est vrai qu'en manga, là, comme ça. Des fois, des petites histoires courtes enfin, tu vois, comme Renaud avait fait avec Hiromashima sur je sais plus quel tome de Dreamland, où tu sais, il y a des petits clin d'œil, mais c'est pas dans l'histoire même. Clin d'œil à la fin de Fairy Tail, et du coup il tenait à le faire parce que voilà, ils sont amis, ils sont potes. Non, mais Hiromashima lui-même a ce multivers un peu, même carrément. Mais c'est vrai que chez les Clamp c'est un peu plus prédominant, et pour autant chaque série s'apprécie individuellement. Hein. Et du coup on va commencer avec Holic. Okay. Mais après en juillet on aura Tokyo Babylon, du coup qui n'était pas dans le catalogue Pika historiquement, donc voilà, on est très fiers de pouvoir le reproposer avec des couvertures inédites. Voilà, il y a des nouveaux dessins, des nouvelles illustrations pour chaque couverture, une nouvelle charte graphique, je le disais, et puis à l'intérieur on aura des pages couleurs qui respecteront elles donc les éditions originales. Par exemple dans Holic, on aura des pages couleurs avec la couverture originale. C'est quoi ton préféré de Clamp? Ah, le préféré comme ça, c'est en fait moi j'ai un très bon souvenir de Rig Veda, que certains appellent RG Veda aussi, donc c'est au choix. Et RG Veda, voilà, ça fait partie de mes premiers chocs clampesques, et j'aime beaucoup aussi Holic. Donc ouais, c'est peut-être ces deux-là mes préférés, mais peut-être que demain j'aurai une autre réponse. Ok, ça change. Ouais, parce que vraiment, en fait, ce qui est génial, c'est que t'en as pour tous les goûts. Là, Clamp sait se balader d'un genre à un autre. Tu vois, 14 Sakura que tu citais, bah c'est plutôt du shoujo, fantastique. Holic, on est dans du seinen ésotérique, tu vois. Tokyo Babylon, c'était dans un magazine shoujo. Pourtant, quand tu le lis, bah ça te fait penser à des shonen d'exorcisme où c'est très à la mode en ce moment. Bah elle développait cet univers il y a très longtemps, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça que moi j'adore chez elle. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu prévues pour les 25 ans de Pika Ouais, bah effectivement, il y a d'autres auteurs qu'on va mettre à l'honneur, en plus des auteurs emblématiques du catalogue. Ça, il faut falloir surveiller nos réseaux, c'est sur les réseaux pour voir. Ouais. Sur Instagram. En plus, t'es présent maintenant. Le bâtard. Non, sur nos réseaux en général. Non, le fait est qu'on a ce rendez-vous, ce fil rouge en fait, un peu des 25 ans, c'est les tomes 1 anniversaires. Donc on a commencé avec voilà, Fairy Tail, Blue Period qui va suivre en avril, et d'autres séries. Ok, et juste des tomes 1. Alors juste des tomes 1, en fait, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait pu faire avec l'Attaque des Titans. On avait fait un tome 1 anniversaire spécial 10 ans de la série en France. Avec le métro à Lille qui était... Alors voilà, avec moi, la je suis venue. Lille, donc j'avais vu. Ok. Incroyable. Voilà, grâce à sa venue à Angoulême, il y a eu de très belles choses qui avaient pu être faites en termes d'exposition de la série. Et là, si tu veux, c'est l'idée de proposer des concepts totalement originaux et exclusifs à la France, avec des bonus à l'intérieur, des chapitres inédits, des pages couleurs, et il y a de très belles surprises qui arrivent tout au long de l'année. Pas mal de tomes 1. D'autres tomes anniversaires. Yes. Ok, trop cool, trop cool. Sur le podcast, j'ai toujours 2 questions qui sont récurrentes à tous les invités. Et toi, je vais la modifier un petit peu, parce que je demande toujours une recommandation sur un contenu à consommer qui peut être vidéo, audio, etc. Donc ça, je vais te le demander. Mais je vais aussi te demander ton manga préféré chez Pika et ton manga préféré hors Pika. Yes. Allez, je t'en prie. Du coup, je commence par la reco. D'un truc, quand je demande, en fait, c'est quelque chose qui t'a foncièrement marqué, dans le sens où même ça a un peu changé quelque chose en toi. Ah. Tu vois, ça a vraiment été un déclic en mode, peut-être que je peux faire les choses de cette manière. Ouais. Ouais, alors il faudrait que je réfléchisse. Ouais, je te ferai un peu de cours. Ouais, parce que là, j'allais dire une ref récente, pardon. Qui me permettait de faire un peu de promo par la même occasion. Ouais, vas-y, je t'en prie. En fait, on est à fond Star Wars en ce moment à la maison. On vient de finir la 3e saison du Mandalorian. Ok. C'était génial. J'ai adoré, trop de charisme. Du coup, ça, avec les enfants, je sais que ça va être quelque chose qui va nous suivre longtemps. Et en plus, voilà, le manga disponible aux éditions de Nobinobi. Nobinobi, c'est le petit frère de Pika, tu sais. Oui, et ils ont une super collection Star Wars manga.
Donc voilà, c'était ça ma référence. Mais non, je sais pas. En fait, mais là, il faut remonter à loin. Mais moi, j'ai été profondément marqué par Ninja Scroll, qui est un long métrage d'animé que je connais pas du tout, qui est incroyable, qui a été réalisé par Kawajiri du studio Madhouse. Et pour moi, ce titre, c'est montrer que voilà un contenu d'action. Vraiment, hein, le film, c'est une scène d'action d'1h30 okay. Hein, dans le milieu des ninjas. C'est je me doute que c'est Ninja Scroll. C'est jouissif et c'est le Japon médiéval que j'ai toujours adoré regarder depuis tout petit. Et ça, je me suis toujours dit, voilà, ça c'est de l'action à l'état pur, esthétique, avec des personnages charismatiques auxquels on s'attache. On t'en prend plein les yeux et c'est magnifique. Regardez Ninja Scroll. Ok, absolument. Ok, je prends. Absolument regarder Ninja Scroll. Et après, mon manga préféré chez Pika, ça aussi c'est dur. Ça me ferait tous les éditeurs. Ouais, ils ont un c'est peu dur. On a l'impression de trahir un de nos enfants, tu vois. Exactement, c'est toujours le même. C'est ouais, désolé, c'est une réponse cliché, mais je comprends en même temps. En fait, je vais d'abord commencer par mon manga préféré de tous les temps, all time, c'est Gun. Gun de Yukito Kishiro. J'ai été marqué au fer blanc par ce titre. Tu peux pas le savoir, mais j'ai tourné une autre interview jeudi dernier, qui est qui sera le chapitre 51. Même réponse. Ah, je suis pas original alors. Mais c'était que la deuxième personne. Ah ok. Ben je suis amoureux de Gali. Ah ouais. Et ouais, en fait ça fait partie des premiers chocs manga que j'ai eu très jeune. Le Motorball, Zapan, Zalem, enfin tout ça, c'est vraiment encore aujourd'hui, j'en ai des frissons quand j'en parle. Et sinon pour Pika là aussi. T'avais regardé le film? Ah ouais, j'ai adoré Alita. T'as adoré? Alita Battle Angel, j'ai adoré. Je suis allé le voir 3 fois. 3 fois? Ouais, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Je suis allé avec des potes, j'ai emmené ma chérie, j'y suis retourné avec je sais pas qui. Je crois mes parents, parce qu'ils sont à la retraite et ils ont une carte de cinéma, donc on y allait. Donc, Non, ouais, vraiment, voilà, à fond. Et puis, alors peut-être que ma réponse sera différente si tu m'interrogeais. Demain, sur Pika, moi j'ai un énorme coup de cœur pour The Summer Hikaru Died. C'est vrai? Énorme coup de cœur. En fait, c'est comme si Stephen King savait dessiner, était mangaka, tu vois. Ok. À tu ses penses heures, ça aurait donné je pense que ça aurait été donné Hikaru. Ouais. Ah ouais. Et j'ai beaucoup d'espoir pour l'adaptation animée qui arrive chez Netflix. Donc, cet été. Ah, c'est Netflix qui fait l'adaptation de... Ouais. En tout cas, voilà, ils sont impliqués. Et du coup, ce sera, si je fais pas d'erreur, en diffusion exclusive sur Netflix. Et j'espère que ça va donner le coup de projecteur que la série mérite. Parce que ça, c'est pareil. C'est une genre de série qui peut plaire, enfin, qui s'éloigne des codes shonen et tout, donc qui peut plaire à ceux qui ont des stéréotypes sur les mangas, etc., tu vois. Ouais, c'est un parfait manga anti-stéréotype comme l'Attaque des Titans ou des Naoki Urasawa, tu vois, que tu pouvais citer. Parce qu'en fait, voilà, t'es dans un village du Japon, un peu reculé. Et ce que j'adore, c'est que le lecteur, il est baladé, en fait. Dès le début, il voit des choses, mais peut-être qu'en fait, il croit voir des choses, tu vois, il croit comprendre des trucs. Pas du tout. Et pas du tout, ou peut-être si depuis le début, enfin, tu vois, j'adore, et c'est vraiment orchestré d'une main de maître. Ok. Et ouais, voilà, je vais citer ce titre-là. Bah, trop bien. J'ai ma dernière question qui donnera le mot de la fin. Et si t'as pas aimé les précédentes, tu vas encore moins aimer celle-ci. Non. C'est un conseil. C'est un conseil qui sonne un peu comme un mot de la fin. Ça peut être sur ton métier, ça peut être un conseil pour ceux qui veulent faire du manga, pour n'importe quoi. Non, franchement, ça va peut-être être un conseil bateau. Faut jamais lâcher le steak, jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai vraiment décidé que j'allais percer dans le milieu du manga, voilà, quand j'ai rencontré Sae, coucou Sae, dédicace. Voilà, il faut s'accrocher. Et voilà, tout est question de timing, tout est question, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément, mais si vous avez décidé de percer dans quoi que ce soit, accrochez-vous. Et franchement, il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas. Bah tu vois, c'est un beau mot de la fin. J'aime beaucoup. Cool, merci. Bah merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi, c'était très chouette. Ah bah trop bien.